Bonjour à tous et merci d'être avec nous en direct et en public, en live également. Je vais vous demander d'applaudir celles et ceux qui sont en live, s'il vous plaît. Voilà. La 17e édition continue du Forum régional du savoir avec Sciences Action Normandie en partenariat avec la région Normandie. Notre conférencière invitée est ce soir Cathy Clairbeau, directrice de recherche CNRS à la Sorbonne Université. Sous vos applaudissements. Merci, bonsoir tout le monde, je suis très contente d'être là. Nous aussi, nous sommes très heureux de vous accueillir. On va parler pollution-climat. Que peut-on voir depuis l'espace avec le sondeur infrarouge YASI? Vaste sujet. Nous allons l'évoquer dans quelques instants ensemble. Vous aurez le plaisir de poser toutes vos questions à la fin de cette conférence. Madame Clairbeau, vous êtes experte en mesures satellites qui permettent de surveiller l'atmosphère. Vous êtes né en Belgique, à Tournai. Votre père a fait du droit. Votre maman était mère au foyer. Quand vous étiez à l'école, jusqu'au bac, vous n'étiez pas scientifique, vous étiez littéraire. Alors, ça peut surprendre tout le monde, mais est-ce le cas? Ben oui, c'est vrai, puisqu'on en a parlé, parce qu'on ne se connaissait pas, on a fait connaissance, et donc j'ai dit ça. Mais donc, je vais commencer mon exposé par ça, en vous racontant pourquoi j'ai changé d'avis à la fin de l'école. Et je suis basculée vers les sciences. Alors, vous n'aimiez pas forcément travailler beaucoup le corps humain, disséquer les grenouilles, ce n'était pas forcément pour vous votre objectif. Mais quand même, quand vous étiez jeune, vous aviez des cahiers sur l'exploitation des étoiles. Vous aimiez les BD de Yakasimo, c'est ça? Yoko Tsuno. D'accord, très bien. Vous avez également été marqué par les bouquins vulgarisés d'Hubert Reeves, le Thomas Pesquet de l'époque. Vous pouvez nous en parler? Ben oui, donc à l'époque, c'est vraiment ça qui m'a donné aussi envie. C'était ces bouquins de vulgarisation-là qui ouvraient une fenêtre sur l'univers dont j'avais vraiment pas idée. Et donc, c'est une des passerelles qui m'a fait changer d'avis par rapport à ma vocation de départ. Voilà. Votre parcours scolaire après le bac scientifique, une première année en sciences physiques, pas facile de passer du littéraire à la science? Donc, j'ai pas fait un bac scientifique, j'ai fait un bac littéraire. Bac littéraire. Pas vraiment un bac, oui. Parce que j'étais en Belgique, et en Belgique, il n'y a pas vraiment de bac, mais l'équivalent. Et non, compliqué de rentrer à l'université, j'avais pas les bases en maths, je savais à peine ce que c'était qu'une dérivée. Et donc, j'ai quand même un peu sué au début à l'université. Donc là, c'était un peu fini de faire la fête, alors que c'était les années où on aime bien faire la fête. Donc voilà. Une première année en sciences physiques, 4 ans à la fac au total, avec ensuite un doctorat, donc 8 ans. Et vous définissez votre métier. Mon métier d'aujourd'hui me permet de faire des choses utiles. Vous aimez faire des choses utiles? Alors, ce que j'aime bien dans ce que je fais maintenant, c'est qu'il y a pas mal d'applications sociétales. Et c'est ça que je vais essayer de montrer ce soir. C'est comment on part de la science, mais on parvient à avoir un impact concret sur les grands problèmes de société. Enfin, un petit peu, à ma petite échelle. Maintenant, j'imagine que vous avez vos carrés orange, carrés bleus. Pour celles et ceux qui nous suivent en live, eh bien, vous pouvez jouer avec nous également sans les carrés orange et carrés bleus. Nous aurons le plaisir de partager ce moment avec vous. C'est le moment des idées reçues. J'espère que vous êtes prêts. Alors allons-y. Première idée reçue, la pollution à Rouen et dans les autres villes de France est plus élevée qu'il y a 15 ou 20 ans. Vrai ou faux? Orange, faux. Bleu, vrai. La pollution à Rouen et dans les autres villes de France est plus élevée qu'il y a 15 ou 20 ans. Vrai ou faux? Eh bien, il y a un peu plus d'orange que de bleu, mais c'est quand même très partagé. C'est très partagé. C'est vrai ou c'est faux? Alors, c'est faux en fait. La pollution a plutôt tendance à baisser depuis plusieurs années. Et donc, c'est lié à quoi? Le fait qu'on ne se chauffe plus au charbon essentiellement, et aussi qu'on fait des efforts sur les moteurs des véhicules, donc notamment à travers toutes les réglementations européennes qui vous empêchent de circuler avec des vieilles voitures qui roulent au diesel, etc. Et donc, pourquoi on a l'impression que la pollution augmente? Parce qu'on connaît de plus en plus les impacts de la pollution sur la santé. Et donc, il y a, dans les années 50, 60, 70, on en parlait assez peu, tandis que maintenant, on en parle beaucoup. Et donc, les journaux, comme ils font leur boulot avec des grands titres, ils vous donnent l'impression que la pollution augmente. Mais voilà, la pollution diminue plutôt dans les grandes villes. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas un problème, ça reste un problème.
Deuxième idée reçue, le problème de la couche d'ozone est résolu. Vrai ou faux? Orange faux, bleu vrai. Beaucoup d'orange. Alors, c'est plutôt vrai, en fait, parce qu'on a identifié tous les facteurs qui font que cette couche d'ozone, que ce trou revient de manière récurrente au pôle sud à chaque fois que l'hiver à ces latitudes-là se termine. Mais le problème n'est pas vraiment résolu. Donc je dirais que la réponse est moitié-moitié. À la normande. Peut-être bien que oui, peut-être c'est-à-dire maintenant. qu'on connaît les causes et on a fixé le problème, c'est-à-dire qu'on a interdit les émissions des gaz qui, en fait, ont un impact sur cette couche d'ozone qui s'appelle les chlorofluorocarbures, les CFC. Et donc, en fait, on sait que le problème est résolu parce que tout va dans le sens qu'on prédisait. Mais comme ces gaz restent très longtemps dans l'atmosphère, plusieurs dizaines d'années, ils sont toujours là, en tout cas en partie, mais ils sont en train de diminuer. Donc on sait quelque part, on sait que le problème est résolu, il faut juste attendre de voir les effets. Et donc on commence à les voir, mais ça va assez doucement, et on prédit que la couche d'ozone se retrouvera dans l'état où elle était avant les années 70, vers 2065-2070. On va attendre, là, on va patienter. Est-ce que, enfin, allez, vous êtes prêts pour cette dernière idée reçue, orange faux, bleu vrai. Est-ce que l'on peut prédire le climat qu'il fera dans 20 ans alors que nous ne pouvons pas correctement prédire le temps qu'il fera dans 2 semaines? Vrai ou faux? Pas facile, hein, ce soir. Partagé, très partagé. Du côté de l'Assemblée, je ne sais pas, vous êtes en live, vous jouez peut-être avec nous. Vrai ou faux? On voit, c'est partagé, un petit peu plus de bleu. Oui, alors c'est assez vrai en effet. Et donc les prévisions météorologiques à court terme restent très difficiles à faire puisqu'on a en fait des tas de phénomènes un peu non linéaires qui se produisent et qui sont difficiles à prévoir sur le court terme. Par contre, à long terme, la tendance de fond, elle est assez facile à prévoir. Après, ça dépend des mesures qu'on met en place au niveau du pays, au niveau de l'Europe, etc., pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est assez facile à prévoir, mais avec une marge d'erreur qui est importante et qui dépend en fait des choix qu'on fait au niveau sociétaux pour justement limiter les émissions des gaz à effet de serre. Je tiens à saluer le lycée agricole d'Yvetot qui est parmi nous. Merci d'être avec nous, de futurs scientifiques peut-être. On aura le plaisir d'écouter sûrement vos questions tout à l'heure. Merci. Place maintenant à la conférence avec Cathy Clairbeau. Applaudissements pour Cathy Clairbeau, pollution climat. Que peut-on voir depuis l'espace avec le sondeur YASI? Je vais essayer de vous raconter ce soir ce que je fais, mais quand je dis je vais beaucoup dire c'est le travail de toute une équipe, parce que ça aurait été impossible de faire tout ce que je vais vous montrer toute seule. Alors, comment j'ai structuré mon exposé? Je vais commencer par une petite introduction, donc ça va faire suite à ce que vous avez raconté pour me présenter. Et puis, j'ai choisi 4 petits thèmes qui illustrent ce qu'on peut faire pour justement exploiter des données fournies par satellite pour des applications sociétales. Et je vais essayer de vous montrer ça. Donc, j'ai 4 petits chapitres différents. Après, je vais montrer un exemple de quelque chose qu'on ne s'attendait pas à trouver. Donc, j'ai marqué sérendipité parce que j'aime bien ce mot et c'est ça que ça veut dire. En fait, c'est une découverte qu'on a fait qu'on ne s'attendait pas à faire. Et à la fin, je vais terminer par un petit mystère non résolu. Comme ça, vous pourrez cogiter avec moi si vous avez des idées. Alors, comment j'en suis arrivée là? Donc, c'est la photo de moi quand j'ai 10 ans. Et donc, voilà, je lisais beaucoup le journal Spirou, auquel mes parents m'avaient abonné. Et dans Spirou, il y avait plusieurs choses. Il y avait des pages qui reprenaient la BD Yoko Tsuno. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent ça, mais Yoko Tsuno, c'est une petite fille qui est représentée là sur l'image et qui allait se balader dans d'autres univers. Moi, j'adorais ça, je trouvais ça. Elle rencontrait des bonshommes avec la peau bleue, je trouvais ça génial. Et puis, je tenais ces petits cahiers, en fait, comme d'autres tiennent des journaux intimes. Ça, c'est une photocopie de mes petits cahiers. Et je découpais dans mon Spirou des images de notamment cette mission Voyageur qui, à l'époque, me faisait rêver absolument. C'est la première mission qui a pu faire des photos de la planète Jupiter.
Et il y avait notamment alors c'est marrant parce que si vous voyez en haut à gauche de l'image là de mon petit cahier, c'est marqué quelque chose avec satellite, ce que je trouve génial parce que je ne m'imaginais pas que en découpant ça, ma vie future serait en fait pleine de satellites, parce que c'est un mot que je dis tous les jours maintenant. Et notamment sur ces satellites voyageurs, il y a une petite plaque qui représente une sorte de condensé du message à transmettre si le voyageur, qui est toujours en train de s'éloigner, qui est sorti du système solaire, ce satellite voyageur, si quelqu'un le trouve, pour essayer d'imaginer d'où il vient, il y avait cette petite plaque qui résumait ce que c'était l'humain. Je trouvais ça absolument fascinant. Encore maintenant, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont été mettre sur cette petite plaque qui fait 20 cm sur 20 cm? Et qui comprend ça? Enfin, voilà. Donc il y a les distances, là où on habite et tout ça. Et donc j'avais ces petits cahiers que j'ai continué pendant longtemps, et c'est peut-être ça qui m'a, quelque part, fait lire des bouquins de vulgarisation, etc. Et comme vous disiez, à l'école, les sciences, c'était pas mon truc, quoi. Et alors plus tard, moi j'aurais rêvé d'être Thomas Pesquet. Bon, pas à l'époque, je rêvais pas de lui, parce qu'il n'était pas encore né ou à peu près. Donc, mais vraiment, par exemple, lui, je trouve qu'il fait un super boulot de vulgarisation. C'est vraiment l'ambassadeur parfait pour donner envie de faire de la science. Et ça, c'est une photo de moi, parce qu'Hubert Reeves vient de mourir, en fait. C'est une photo de moi quand je lisais le bouquin d'Hubert Reeves. J'étais en vacances, ça c'est quand j'ai 17 ans. Et donc, c'est une des choses où je me suis dit, en terminant l'école, je me suis dit, mais c'est quand même super, quoi. C'est quand même ça que j'ai envie de faire. Et je n'ai jamais regretté, en fait. Je trouve vraiment que je fais vraiment un super chouette boulot. Je ne m'ennuie jamais. Je travaille toujours trop, mais c'est par choix et par plaisir. Et donc, voilà, les années passent, je fais les études de physique, et quand je suis en thèse, je fais des manipulations en laboratoire. Notamment, on mesure les caractéristiques. En fait, si vous voulez savoir plus d'informations sur comment les gaz qui composent l'atmosphère, quelles sont leurs propriétés, etc., il faut faire des études en laboratoire comme celle-là. Donc, on met un gaz sur la photo, là, vous voyez une grande cellule, on met un gaz dedans. Et avec l'appareil que vous voyez derrière, qui s'appelle un spectromètre à transformer de Fourier, on mesure plein de caractéristiques de ces gaz. Et donc ça, c'était chouette, mais chaque fois qu'il y avait un problème de manip, je ne sais pas, la cellule a un problème, elle fuit, ou bien l'instrument a un problème, moi je devais dormir de temps en temps à côté de ce truc parce qu'on mesurait toute la nuit, etc. Je trouvais ça bien, mais je me disais, oh là là, les manips de labo, fatigants. Et en plus, deuxième chose, quand j'essayais d'expliquer aux gens ce que je faisais, parce qu'on travaillait sur des molécules bizarres dont personne n'avait jamais entendu parler, ça c'est le titre de ma thèse, j'arrivais pas à expliquer l'intérêt de ce que je faisais. Je disais oui, mais si, c'est intéressant de savoir comment les différents, l'intérieur d'une molécule, en quoi c'est composé, comment elle vibre, comment elle tourne, etc. Tout le monde arrêtait de m'écouter au bout de 2 minutes. Donc je me suis dit, quand j'ai eu l'occasion, et l'occasion s'est présentée ici quand j'ai été, pendant ma thèse, j'ai été à ce qu'on appelle une école d'été, c'est là où on peut aller passer quelques semaines pour apprendre d'autres choses. Et à ce moment-là, on commençait à lancer les premiers satellites d'observation de la Terre. Et donc j'ai entendu des orateurs, je me suis dit, waouh, mais ce qu'ils font, c'est vraiment chouette, parce que non seulement c'est intéressant, ils mesurent, justement, on commençait à parler du problème de trous d'ozone et toutes ces choses-là. Et non seulement ils mesurent des choses qui sont utiles du point de vue sociétal, mais en plus, d'abord, je comprends ce qu'ils font, et en plus, ils n'ont pas de manip à faire, c'est-à-dire qu'ils ne dorment pas à côté de leur spectromètre, ils ne passent pas la nuit là. Donc les données tombent du ciel, elles arrivent du satellite et elles tombent du ciel. Et alors l'occasion s'est présentée quelques années après, quand j'ai fini ma thèse, parce que à ce moment-là, on commençait à réfléchir à une mission satellite qui pourrait justement mesurer les premières couches de l'atmosphère, parce qu'à l'origine, au début, on mesurait beaucoup ce qui se passe en haut de l'atmosphère, mais pas tellement ce qui se passe en bas. C'est un peu plus difficile techniquement de construire des instruments assez sensibles pour voir ce qui se passe dans les couches les plus basses. Et donc, on commençait à parler de cette mission-là qui s'appelle YASI, et je vais vous montrer plein de résultats qu'on a de cette mission-là. Et donc là, on est en 1993, et donc j'ai une bourse du CNES, donc l'Agence spatiale française, pour aller travailler sur ce concept de mission-là. Alors, si on m'avait raconté à l'époque que ce serait seulement lancé en 2006, jamais j'aurais pris le truc. Mais à ce moment-là, on disait, oh, ce sera lancé dans 2-3 ans, tu vas voir 2-3 ans. Et donc, quand j'ai toujours encore ce document papier, donc vous voyez qu'à l'époque, il s'est marqué YASI en haut, mais ils n'avaient pas investi beaucoup dans le graphisme, parce que ce n'est pas très recherché, en fait, par rapport à ce qu'on peut faire actuellement. Et donc, voilà, l'idée de cette mission, c'est de mesurer différents gaz. Et ça, c'est vraiment, d'avoir eu l'occasion de travailler sur cette mission-là, c'est vraiment un trésor que j'ai gardé depuis cette époque-là et que je continue à exploiter le mieux possible. Donc,
Contrairement à certains scientifiques qui se disent « je vais étudier par exemple ce problème-là », moi je fais le truc contraire, je pars d'un instrument sur un satellite et je dis « je vais exploiter le mieux possible ce que fait cette mission-là » et vous allez voir qu'il y a des milliards et des milliards de données et qu'on peut faire tout un tas de choses dessus. Donc ici j'ai prévu de parler un peu moins qu'1 heure, mais je pourrais vous tenir pendant 2 jours en continu sur tout ce qu'on fait de bien avec cette mission. Alors c'est quoi cette mission ? Je vais prendre le truc ici. Donc c'est un instrument. Donc là, c'est l'instrument lui-même. Il fait à peu près 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Vous ne voyez pas l'intérieur, mais à l'intérieur, il y a un spectromètre à transformer de Fourier, comme celui que j'utilise en laboratoire. Et il couvre la surface de la Terre en balayant. Et donc la surface que vous voyez balayée, là, c'est à peu près 2000 km. Et il va en fait pouvoir observer tous les gaz qui sont présents dans l'atmosphère entre le sol et les détecteurs qui sont à bord du satellite. Alors, il y en a 3 qui ont déjà été lancés. Le premier, maintenant, ne fonctionne plus. Mais donc, premier lancement en 2006, deuxième a été lancé en 2012 et troisième en 2018. Donc, il y en a encore 2 qui volent actuellement. Et qu'est-ce qu'ils font, ces instruments ? Eh bien, ça, c'est une image du satellite en entier. Et l'instrument, il est tout au bout sur un bord. En fait, ils observent le rayonnement infrarouge qui est émis par la surface de la Terre en continu. Donc, plus il fait chaud, plus il y a de rayonnement infrarouge émis. Et ce que vous voyez là apparaître sur l'écran, c'est une observation IASI à un endroit. Et donc, nous, on reçoit ça. Ce n'est pas du tout des satellites qui font des photos ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle un spectre atmosphérique, c'est ceci. Vous pouvez voir ça un peu, si je dois faire une comparaison, comme un code-barre dans un magasin. C'est-à-dire que nous, comme on connaît bien l'instrument, on reconnaît quasi à l'œil, en fait, quelle molécule a un signal c'est ce qui est indiqué là au-dessus. Donc ici, on voit du CO2, de la vapeur d'eau, du monoxyde de carbone, etc. Et on a comme ça plusieurs millions d'observations chaque jour. Millions. Et donc, on a mis au point avec l'équipe, il y a des ingénieurs dans l'équipe, il y a des informaticiens, il y a des plus jeunes qui font des thèses, etc. Et on a mis au point tout un tas de codes informatiques, ça fait appel à l'analyse du signal, etc., pour, à partir de ce signal-là, donc ça c'est une observation, on peut, à partir de ce qu'on appelle ce spectre-là, mesurer les concentrations. Je prends le signal en mauve, par exemple, c'est de l'ozone. Je peux vous dire, à cet endroit-là, quelle est la concentration d'ozone entre le sol et le satellite. Et on a la même chose sur toute une série de gaz. Et donc ça, c'est mon boulot de tous les jours et de l'équipe, c'est vraiment d'essayer d'analyser tous ces gaz à tous les endroits. Ce qui rend la chose compliquée, c'est justement le nombre de données, plusieurs millions d'observations par jour, et le fait que tous les jours, on en reçoit plusieurs millions, donc au bout d'un moment, on a beaucoup d'observations, et il faut réfléchir bien à ce qu'on veut en faire. Alors là où j'ai de la chance, c'est que j'ai une très très chouette équipe, et donc ça, c'est une photo de mon équipe. J'ai 2 équipes en fait, une qui est basée à Paris, à Sorbonne Université, et une qui est basée à Bruxelles, donc moi je fais beaucoup de trajets aller-retour en Thalys. À Bruxelles, j'enseigne. À Paris, j'enseigne pas, mais j'ai un poste au CNRS. Et donc, c'est surtout le travail de l'équipe. Ici, dans l'équipe, il y a des ingénieurs, il y a des jeunes qui font des thèses, il y a des gens qui sont ce qu'on appelle en post-doctorat, etc. Et tout le monde travaille sur la même mission satellite. On est à peu près 25. Des 2 côtés, à peu près 12 et 12 de chaque, enfin 12 et 13 de chaque côté. Alors après, oui, j'ai mis la photo là, puis je me suis dit, vous allez tous vous dire qu'il y a plein de femmes dans la discipline. Alors je rectifie tout de suite, en fait. Ça, c'est une image d'une réunion à laquelle j'ai été. En fait, là, vous verrez 2 femmes sur la photo. Ma vie normale, c'est plutôt ça, en fait. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, surtout quand ça devient assez technique. Dès qu'on parle des instruments, etc., pouf, il n'y a plus de filles du tout. Alors ça, voilà, j'ai repris la couverture de ce qu'on appelle le Science Plan. Ça, c'est qu'est-ce qu'on pense qu'on va pouvoir faire avec la mission satellite. Et donc ça, c'est plusieurs scientifiques qui se mettent ensemble et qui disent, ben voilà, on veut une mission satellite ici qui mesure les concentrations de plusieurs gaz dans l'atmosphère. Après, il y a des ingénieurs qui se mettent à réfléchir et disent, bon, comment est-ce qu'on va pouvoir construire un instrument qui mesure à la fois l'ozone, le monoxyde de carbone, d'autres polluants, d'autres gaz qui sont importants pour le climat. Et toute une équipe d'ingénieurs, enfin, quand je vous dis toute une équipe, c'est des dizaines d'ingénieurs qui réfléchissent à ça. Il faut trouver quelqu'un qui construit l'instrument et puis il faut trouver un satellite pour le lancer. Et donc,
ce qu'il y a dans le plan de départ, c'est, voilà, on veut mesurer tous ces gaz-là, la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, le N2O, le monoxyde de carbone, l'ozone, et les CFC, parce qu'on sait déjà qu'il y a un problème avec la couche d'ozone. On donne ça, les industriels construisent un instrument, etc. Et dans la vraie vie, maintenant, des années après, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure beaucoup plus de gaz que ça, parce qu'il s'avère que l'instrument est vraiment excellent, c'est-à-dire les spécifications elles sont meilleures que ce qu'on avait défini au départ. Et donc, on mesure en fait 33 gaz différents, pas tout le temps, partout, mais vous allez voir dans les images que je vais vous montrer, on mesure beaucoup de choses quand, par exemple, il y a des grands feux, des grands épisodes de pollution, des éruptions volcaniques. Et donc ça, c'est les 33 gaz qu'on a déjà mesurés. Chaque année, on en rajoute un ou deux, mais là, je crois qu'on commence à avoir un peu trouvé tout ce qu'il y avait à trouver. Alors ça, je reviens sur mon image de départ. Ça, c'est une observation. Et qu'est-ce qu'on fait? On va, par exemple, ici, je vais vous montrer des illustrations de comment ça permet de suivre les grands feux, comment ça permet de suivre les éruptions volcaniques et comment ça permet de suivre l'agriculture ici, ou l'élevage. Ici, j'ai mis une image de vache. Et si on accumule toutes les données sur un jour, ça ressemble à ça. En fait, ici, c'est du monoxyde de carbone. Bon, je vais y revenir quand on va montrer ce qu'on fait pour les feux. Ça, c'est une journée d'observation. Et là-dedans, il y a déjà 2 500 000 observations. Les blancs, ce que vous voyez en blanc, mais déjà vous voyez le passage du satellite, ça c'est les lignes blanches que vous voyez, c'est le passage du satellite. Et quand il y a des pâtés blancs, ça c'est parce qu'il y a des nuages. En fait, le satellite, il regarde, il est sur son orbite, il tourne autour de la Terre, et quand il y a un nuage sur son chemin, il ne voit pas le sol, et donc là, on jette la donnée, hop, donnée nuageuse, on la jette. On aurait pu aussi, on le fera peut-être, dire, voilà, on pourrait voir tout ce qu'il y a au-dessus du nuage, mais c'est juste un peu plus difficile à faire. Après, si on accumule les données pendant longtemps, ici c'est la même carte mais moyennée sur un mois, eh bien on voit beaucoup plus de choses. Et donc par exemple sur cette carte-ci, vous voyez du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est quand vous avez un détecteur incendie qui est accroché au plafond, eh bien souvent il détecte le monoxyde de carbone, c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose qui brûle, le monoxyde de carbone, c'est un très bon traceur de l'activité de brûlage. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup d'activités en Chine, parce qu'il y a beaucoup d'industries en Chine. On voit en Afrique, on voit beaucoup de monoxyde de carbone parce que pour défricher les champs à la fin des cultures, souvent la façon la plus la façon la plus facile de le faire pour eux, qui coûte le moins cher, c'est de mettre le feu pour repréparer la terre à une nouvelle culture. Et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de monoxyde de carbone en Chine. Et puis on voit les vents qui portent le monoxyde de carbone et il fait le tour de la Terre. Et donc pour ça, on doit accumuler plusieurs jours de données pour voir comment la pollution va se transporter en fait, d'un continent à l'autre. Alors, je commence maintenant les 4 exemples de ce que je voulais vous montrer. La première chose que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on mesure les températures. En fait, je ne vous ai pas encore dit, mais ce sondeur-là, au départ, c'est un sondeur qui aide beaucoup la météo. Alors, c'est dans les prévisions météo, vous observez peut-être, si vous comparez, pour ceux qui sont les plus âgés, si vous comparez les prévisions météo d'il y a 20 ans, maintenant on donne les prévisions à 5, 6, 7 jours. Il y a 20 ans, on ne faisait pas ça. Ça veut dire que la fiabilité des prévisions météo s'améliore. En fait, on gagne à peu près un jour de prévision améliorée tous les 10 ans. Et pour ça, d'abord, il y a les moyens, les calculs informatiques qui s'améliorent. Il y a plus de gros calculateurs informatiques, mais il y a aussi plus de données et des meilleures données. Et YASI, en fait, c'est l'instrument c'est le nom de la mission satellite, donc c'est l'instrument qui fournit les données qui améliorent le plus les prévisions météo. Ça ne veut pas dire que les prévisions météo sont encore parfaites, parce que c'est compliqué à faire, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est un système en fait complètement chaotique, mais YASI contribue beaucoup. Et donc la carte que je vous montre là, par exemple, elle est très facile à faire. C'est une moyenne sur un mois, parce que comme ça on a enlevé les nuages. Les nuages ils bougent tout le temps, donc on passe toujours un moment quand il n'y a pas de nuages. C'est une moyenne sur un mois des températures. Je pense que là c'est au mois d'avril, si je me souviens bien. Et donc on a mis un code couleur qui fait qu'on voit bien les différences de température. Et donc ça c'est très facile à faire avec l'instrument. Comment? Parce que je vous ai expliqué que l'instrument, ce qu'il fait, c'est qu'il voit l'émission infrarouge de la Terre. Et plus il fait chaud, plus il y a de l'émission infrarouge, plus il fait froid, moins il y en a. Et donc, si je reprends mon image de tout à l'heure, pour mesurer la température, ça c'est très simple, il n'y a même pas besoin de modèle informatique.
on fait juste une ligne en fait là où il n'y a pas grand-chose d'autre, pas beaucoup de gaz qui absorbe. Donc la ligne en gris, c'est ma mesure de température. Donc la carte là, elle est vraiment très facile à faire. Après, un peu plus difficile, on peut essayer de voir la température à plusieurs altitudes. Donc ici, c'est la température à la surface de la Terre, mais vraiment à la surface, c'est-à-dire comme si vous plantiez un thermomètre dans le sol. Après, on peut essayer de voir la température à 10 km, 15 km, 20 km, etc. Pour ça, on va utiliser les deux endroits que j'ai coloriés en rouge là. Et ça, c'est ce qu'on appelle les bandes d'absorption du CO2. Vous savez peut-être, mais le CO2, c'est un gaz très très stable dans l'atmosphère. Il reste plusieurs dizaines d'années. Et en fait, ce qui va changer là, le signal là, c'est uniquement le fait qu'il fasse plus ou moins chaud. Et donc, en faisant une hypothèse sur le fait que le CO2 est très stable et on va fixer sa concentration, on va pouvoir mesurer la température à différentes altitudes et obtenir des jolies images comme celle-là. Donc, par exemple, ici, on a des masses d'air chaud et froide qui se bagarrent donc stratosphère, c'est-à-dire au-dessus de 15 km. Ça, c'est l'image tout à fait à gauche. L'image au milieu, c'est un épisode de chaleur intense. Et ça, c'est la température je crois que c'est à 5 km. Et l'image qui a la troisième, ça, je vais vous la décrire un peu plus en détail. Elle est un peu plus compliquée à comprendre, mais elle vaut la peine. Je la décris dans 2 minutes. Alors, si on moyenne les températures au niveau du sol pendant un temps suffisamment long pour vraiment avoir un très bon signal, eh bien ici, je vous montre par exemple ce qu'on appelle des hotspots. Enfin, les endroits, les villes, en fait, sont des endroits où il fait plus chaud parce qu'il y a une concentration de gens qui habitent. Il y a tout un réseau de transport en commun. Là, c'est Paris essentiellement, mais à gauche, l'image de gauche, c'est ce qu'on obtient quand on moyenne les données de jour, et à droite, c'est ce qu'on obtient quand on moyenne les données de nuit. Alors, comme c'est un instrument qui mesure dans l'infrarouge, il voit de jour comme de nuit. Il s'en fout que ce soit le jour ou la nuit. Ce que vous voyez là, vous voyez une concentration en fait de température, et il fait plus chaud au niveau du sol. Mais regardez là l'échelle, il fait carrément plus chaud au niveau du sol à Paris qu'en banlieue. Et l'échelle est différente la nuit, mais on voit, en fait, si on compare, on voit que la nuit, les gens rentrent chez eux. Et donc, il y a une sorte de dispersion des températures avec un étalement de ces températures parce que les gens sont plus rentrés chez eux. Alors ça, c'est un petit zoom sur une ville. Après, on peut avoir un aperçu plus de grands phénomènes à l'échelle globale qui peuvent être aussi liés à des phénomènes naturels. Vous avez tous entendu parler d'El Niño, donc ce grand courant marin qui se développe dans le Pacifique. Il y a un El Niño qui est en train de s'installer cette année. Il revient de manière récurrente. Après, il y a son petit frère qui va dans l'autre sens, c'est la Niña. Et donc, c'est quoi ce phénomène? On observe de manière récurrente à un certain endroit du Pacifique, mais ça a une implication sur, en tout cas, tout l'hémisphère sud jusqu'aux États-Unis. C'est des variations de température liées à ce courant marin. Et comme la Terre et la mer sont très connectées, quand il fait plus chaud sur la mer, ça contamine les premières couches de l'atmosphère. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est la température au niveau du sol, à l'endroit où vous avez le rectangle qui est dessiné, donc quelque part au milieu du Pacifique. Et donc on voit bien, si vous regardez tout à fait à droite de l'image, on voit bien qu'on est dans un épisode El Niño actuellement. Et je reviendrai tout à la fin de l'exposé parce que c'est probablement ça qui va faire que cette année, on va dépasser tous les records de température. C'est qu'on a déjà un problème de fond avec l'accumulation des gaz à effet de serre. Et cette année, on rajoute ce phénomène naturel qui fait qu'il fait faire particulièrement chaud. Alors que vous voyez, les 3 années précédentes, on était dans un El Niño où il y avait justement des températures plus négatives. Alors, cette image-là, elle est un peu difficile à décrire, mais je vais essayer de le faire quand même. C'est ce qu'on appelle un plan de coupe. Et donc, c'est pour vous illustrer comment l'instrument voit les variations de température sur 10 ans, 12 ans même ici. Et donc, ce qu'on voit, c'est au milieu, c'est l'équateur. À gauche, on est complètement au pôle sud, et à droite, on est complètement au pôle nord. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que, voilà, et alors, c'est une échelle verticale, et vous avez les altitudes. Donc, en bas de l'image, c'est l'altitude du sol, et puis on va jusqu'à à peu près 40-45 km. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est que quand on est proche du sol, les températures sont en train d'augmenter. Et ça se voit très, très bien avec cette mission satellite. Et c'est très fiable, en fait. On voit de manière continue les températures qui augmentent. Vous savez ça, c'est lié à l'accumulation des gaz à effet de serre, notamment le CO2 et le méthane, notamment.
Et alors, ce que vous savez peut-être moins, c'est regarder le haut de la figure. En fait, quand il fait plus chaud en bas, il fait plus froid en haut. Pourquoi ? Parce que le système est à l'équilibre et si la chaleur reste emmagasinée en bas, eh bien, il fait plus froid en haut. Et donc, c'est quelque chose qu'on voit très bien avec le satellite aussi. On voit très bien cet effet de plus chaud en bas et plus froid en haut. Alors, je passe à mon deuxième exemple. Je vais vous montrer ce qu'on voit pour les grands feux. Alors, les grands feux, pour ça, on va utiliser le monoxyde de carbone dont je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, je vais prendre dans mes observations IASI uniquement la petite région qu'on a entourée ici en bleu. Et on va analyser ce monoxyde de carbone et on ne va pas s'occuper des autres gaz, on va regarder que celui-là. Alors, je vous montre deux images. D'abord, ce qu'on a observé en Australie en 2020. Il faut savoir que c'est un des records qu'on a vu au niveau des feux. Vous avez tous vu ces images avec des kangourous ou des koalas qui étaient brûlés par les incendies. Et donc ça, on a pu très bien suivre avec le satellite. Et c'est d'autant plus facile à suivre que l'Australie, c'est une île. Et donc, il n'y a pas grand-chose qui interfère. Et donc, on est sûr que le signal vient bien des feux. Et donc, voilà le genre d'image qu'on a pu faire en montrant, en fait, donc l'Australie est en haut. Et on voit la Terre vue d'en bas, vue de l'Antarctique. Et ce qu'on voit quand on regarde sur 2-3 jours, on voit vraiment les fumées qui font le tour de la Terre. C'est-à-dire, si vous comparez la première image au bout de 3 jours, la deuxième et la troisième, on voit que les fumées font, avec les vents dominants, font carrément le tour de la Terre et on voit ça très facilement avec le satellite. Deuxième illustration, c'est les feux au Canada de cet été. Et donc cet été, alors celle-là, je l'ai refait plein de fois parce que j'avais au début fait mai-juin. Et puis en juillet, on a dit « Ah, ça brûle encore, refais-moi l'animation ». Puis en août, la même chose. Et puis en septembre, ça brûlait toujours. Donc je vais lancer l'animation et c'est vraiment impressionnant parce que on a, voilà, et vous voyez, les vents dominants en fait vont vers l'Europe et ça porte des panaches de fumée jusqu'au-dessus de nos têtes. Ça passe, on a des détecteurs sur le toit de la fac, donc à l'université de Paris 6 à Jussieu. On a des détecteurs de monoxyde de carbone. Eh bien, ils voient passer les panaches de fumée et on sait qu'ils viennent du Canada. Et donc, on a toutes ces fumées en fait qui traversent l'océan assez haut en altitude. Vous avez aussi sûrement vu, j'ai oublié d'en mettre une, mais vous avez aussi sûrement vu les images de pollution locale au Canada et aux États-Unis où on voit la Statue de la Liberté dans plein de fumée, etc. Et donc cette pollution locale, voilà, elle est capable d'être transportée au-dessus des océans aussi. Après, elle se dilue un peu et puis avec les vents, etc., elle finit par disparaître complètement. Alors ma slide la plus politique de la soirée, c'est celle-ci. Ici, on voit le monoxyde de carbone lié au fait qu'il y a de la déforestation massive en Amazonie. Et j'ai mis à côté les images des présidents. Et alors, Lula, il est nouveau président, donc bulletin assez moyen pour l'instant. Donc ici, celui-là, on vient de le faire. Et donc, vous avez aussi là, on peut tracer directement en regardant depuis l'espace voilà, qui en fait autorise la déforestation massive ou qui, au contraire, prend des mesures un peu plus contraignantes pour empêcher cette déforestation. Alors, mon troisième exemple, les volcans. Donc ça, c'est quelque chose d'assez chouette qu'on s'est rendu compte assez vite qu'on pouvait faire. C'était de pouvoir détecter notamment le SO2 qui est émis, donc dioxyde de soufre qui est émis par les volcans. Et pourquoi c'est assez chouette ? Parce que ça, c'est très utile au niveau sociétal, puisque, je vais essayer de vous illustrer ça, ça permet de donner des alertes, alors non seulement aux populations locales qui vivent autour des volcans, mais aussi aux compagnies d'aviation. Donc les plus âgés d'entre vous, ils sont peut-être restés coincés quelque part pendant l'épisode du volcan Eyjafjall, qui a fait que tout l'espace aérien européen était complètement à l'arrêt. Et donc ça, c'est une des choses qu'on a pu faire avec le satellite. Alors, j'ai un petit mini-film qui montre ça. Je vais utiliser ça. Et donc, ça commence par une illustration d'un volcan qu'on voit depuis l'espace avec un satellite géostationnaire. Donc, on voit vraiment, ça c'est à peu près 1000 km. Ce qu'on fait, c'est on surveille les fumées de ces volcans. Et dans ces fumées, il y a du SO2, il y a de la vapeur d'eau et il y a des cendres. Et donc, ça permet en fait de vraiment tracer comment ils seront déplacés par les vents. Et donc, sur la carte ici, vous avez tous les petits points rouges. Ce sont les endroits où il y a des volcans autour de la Terre. Il y a des endroits où il y a des gens qui habitent. Et dans ce cas-là, il faut absolument donner des alertes aux populations. Mais souvent, quand il y a des gens qui habitent, il y a aussi des mesures locales qui permettent de mesurer soit les tremblements de terre qui vont avec les volcans, soit qui permettent de donner des alertes. Alors ici,
c'est un peu vite, mais voilà, ce qu'on va suivre, nous, c'est depuis l'espace, comment ces nuages se déplacent. Et vous avez là 3 illustrations de 3 gros volcans qui ont érupté quand la mission Yazi volait déjà. Et on voit qu'ils sont portés par les vents. Et on va essayer de donner des alertes à l'aviation civile, justement pour éviter qu'ils traversent ces panaches. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est un petit film très bien fait que j'ai trouvé sur Internet. J'ai juste dû le découper un peu parce qu'il était un peu long. Mais c'est un épisode d'accident qui a eu lieu avant qu'on ne réglemente tout ça. Maintenant, c'est vraiment réglementé. Donc, c'est un vol British Airways qui volait donc d'Angleterre en Australie. Et quand il est à son altitude de croisière et qu'il se rapproche de la fin de son trajet, tout d'un coup, il s'aperçoit que dans le cockpit, il y a de la fumée. Donc, au début, ils se disent, tiens, il y a un truc qui brûle dans le cockpit. Ils n'ont pas d'explication. Et donc là, le commandant de bord commence par donner l'alerte, demande aux gens de s'attacher, etc. Ils sont en train d'interagir avec la tour de contrôle en disant qu'est-ce qui se passe. La tour de contrôle dit on ne sait pas, on ne voit rien. Ils sont près de Jakarta. Et à ce moment-là, le vol se poursuit, les gens ne paniquent pas encore, mais on se rend compte que les moteurs s'arrêtent petit à petit, chacun, le premier, le deuxième, troisième, quatrième. Il n'y a plus aucune hélice qui tourne. Donc l'avion commence à descendre et à planer. Et à ce moment-là, il y a le commandant qui a cette phrase-là, je crois que c'est vrai, et l'audio existe sur Internet, ça vaut la peine d'écouter. Ils disent, ben voilà, mesdames et messieurs, c'est votre capitaine, on a un petit problème, nos 4 moteurs ont arrêté de fonctionner, on fait tout ce qu'on peut pour les redémarrer. Et j'aime bien la dernière phrase, j'espère que vous n'êtes pas trop stressés. Ben, s'ils ont dû être un peu stressés, je pense. Et ce qui se passe, c'est que l'avion descend, et comme quand on descend, l'air est beaucoup plus dense, etc., ça a nettoyé en fait les cendres qui se trouvaient sur les hélices des moteurs. Et il y a eu 2 accidents comme ceux-là, c'est-à-dire 2 fois des avions qui ont failli se crasher. Ici, c'est le mont Galunggung qui avait érupté. Et suite à cet épisode-là, la communauté des aviateurs a mis en place un système d'alerte. Et donc nous, ça c'est une copie des emails auxquels les compagnies d'aviation peuvent s'abonner. On fait partie de ce système d'alerte et on fournit ces informations aux compagnies. Donc, ils reçoivent les cartes comme celle d'en haut. Après, c'est aussi intéressant sur le plus long terme. Donc, il y a ces alertes aux aviations, mais il y a aussi le fait, ici, vous voyez la couche qui s'est répartie partout. Le SO2, quand il reste dans l'atmosphère, il va rester très longtemps, mais il va finir par se transformer en acide sulfurique, ce qui donne des magnifiques couchers de soleil comme ce que vous voyez là. Et ça va aussi avoir éventuellement, si c'est vraiment une couche comme celle-là, c'était une photo prise depuis la navette spatiale, ça va avoir un impact sur le climat aussi parce que la radiation solaire qui arrive à la surface de la Terre va devoir passer à travers ces gouttelettes et elles ont un petit effet miroir en fait et elles renvoient la radiation. Et donc il y a un impact. Certains volcans ont parfois un impact aussi sur la température quand ce sont des volcans vraiment très puissants. Le dernier, c'est Pinatubo, c'est donc en 1991. C'est le dernier qui a eu vraiment un impact important sur le climat. Et donc, je reviens sur mon petit avion qui traverse le panache. À l'époque de Eyjafjall, là, en fait, on a fourni des cartes comme celle-là aux compagnies d'aviation. Et ça, vous voyez, en fait, en fonction de chaque passage du satellite, c'est pour ça que c'est saccadé, en fait, vous avez chaque fois l'endroit où le panache de cendres se déplace. Et après, la suivante, c'est un résumé de partout où le panache de cendres s'est déplacé. Et après, donc, il y a eu pendant 10 jours tous les vols annulés. Et notamment, grâce à l'instrument Yazi, il y a eu tout le périmètre où on empêchait les avions de voler a été défini grâce à cet instrument-là. Alors, je pense que vous allez en entendre parler les prochains jours parce qu'il y a une autre éruption islandaise qui est en train d'être surveillée pour l'instant et qui fait pas mal parler d'elle. Après, ce n'est pas toujours des éruptions qui explosent. J'ai l'impression que ça va plutôt être un volcan qui crache de la lave, donc c'est embêtant pour les habitants, les populations locales, mais ce n'est pas nécessairement embêtant pour l'aviation, donc on verra. On a aussi essayé de faire une sorte de relevé de toutes les éruptions volcaniques qui avaient un impact suffisant, qui envoyaient des cendres hautes dans l'atmosphère, et alors on les a toutes essayé de les identifier comme celle-là. Donc ça, on a aussi des graphiques comme cela. Là, vous avez juste la date et vous avez l'intensité de l'éruption. Alors, il y en a qui y arrivent tout le temps. L'Etna, par exemple, pouf, il y a des éruptions. Tous les quelques mois, il y a des éruptions de l'Etna. Jamais trop fortes, mais elles sont là de manière régulière. Alors, mon 4e petit sujet, je vais boire un petit coup. Ça, c'est un sujet spécial dédicace pour l'école qui est là-haut.
Et c'était la meilleure surprise de ce qu'on a découvert avec l'instrument IASI. Je vous ai dit au début qu'on avait une liste de molécules qu'on pensait pouvoir surveiller. Et il y en a qu'on ne pensait pas du tout pouvoir surveiller et qu'on n'imaginait même pas. Et donc c'est là, je vais vous montrer comment, au début, on n'a même pas compris ce que c'était, ce qu'on voyait. Et donc c'est l'ammoniac, NH3. Et pourquoi c'est très intéressant de mesurer l'ammoniac? Eh bien, alors il faut que je lance le truc. Parce que l'ammoniac, en fait, c'est ce qui est dégagé par l'utilisation intensive d'engrais. Et donc, ces engrais, on s'en sert pour faire pousser les cultures dans les champs. Par ailleurs, les animaux d'élevage mangent aussi ces engrais et dans leurs urines et dans les excréments, on retrouve en fait beaucoup d'ammoniac aussi. Et donc l'ammoniac, c'est un polluant en tant que tel. L'odeur de l'ammoniac, c'est si vous allez faire pipi pendant la nuit, vous ne tirez pas la chasse. Le lendemain matin, l'odeur de votre urine, c'est de l'ammoniac. Le problème, c'est que l'ammoniac, c'est aussi, quand il va se dégrader dans l'air, il va se transformer en particules. Et donc là, ça a été un peu vite, mais dans l'eau, ça va donner des algues et abîmer toute la flore locale. Mais dans l'air, ça va se transformer en particules. Et souvent, quand on a des épisodes de pollution au printemps, c'est parce qu'il y a à la fois du trafic automobile, c'est la fin de l'hiver, donc les gens se chauffent encore, et en plus, il y a de l'épandage d'engrais dans les champs aux environs, et les vents portent l'ammoniac qui se dégrade en particules. Et donc, quand vous avez des images, notamment au-dessus de Paris, avec la tour Eiffel qu'on voit à peine, et bien souvent, c'est lié à des épandages d'engrais dans les champs aux alentours qui se transforment en sel d'ammoniac et qui va se rajouter à toute la pollution déjà ambiante. Et c'est une pollution très difficile à prévoir, mais parce que souvent les agriculteurs attendent qu'il fasse beau pour faire leurs épandages d'engrais, et les modèles qui font des prévisions systématiques, elles font une estimation du trafic automobile, de qui chauffe, mais pas de quand il y a des à-coups avec des épandages d'engrais ponctuels pendant 2-3 jours. Je vous raconte maintenant comment est-ce qu'on a découvert qu'on pouvait voir l'ammoniac. Hop. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Donc ça reprend l'image de tout à l'heure, mais on a fait un petit zoom. Vous reconnaissez peut-être ce que je vous avais montré tout à l'heure, l'ozone en mauve, c'est le truc qui est au milieu. Et quand on regardait certaines données, on voyait des petits pics comme ça, comme ceux qui sont représentés en rouge ici, qui apparaissaient. On se disait, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça n'était pas tout le temps partout, c'était à certains endroits. Et notamment au-dessus des grands feux. On s'est dit, tiens, quelle est la molécule qui est présente dans les feux? Et quand on a fait des moyennes pour essayer d'améliorer nos mesures, on fait souvent ça. Quand on veut essayer d'améliorer les mesures, on fait des moyennes, soit sur un endroit, soit pendant toute une période de l'année. On s'est retrouvé avec une carte comme celle-là. Alors on a fort l'habitude de regarder la pollution en se disant c'est au-dessus des villes qu'on va trouver la pollution. On voit beaucoup la Chine, on voit beaucoup l'Inde. Ici, il y a toute la vallée du Pô qui apparaît en rouge. Donc ça, c'est un endroit qui est une concentration de beaucoup d'industries. C'est entouré de montagnes, donc la pollution ne peut pas trop s'échapper non plus. Donc ça, c'est un endroit où on est habitué à voir la pollution. Par contre, on ne voit pas Paris. On s'est dit, tiens, c'est bizarre. On voit fort les Pays-Bas. Vous voyez, il y a des taches rouges, vertes sur les Pays-Bas. Et on voit des endroits en Espagne qui ne sont pas Madrid non plus. On voit très bien le delta du Nil. Et donc, on a commencé à essayer de réfléchir à ce que c'était. On a aussi regardé, parce qu'on a des mesures en laboratoire qui aident aussi. Et on s'est dit, tiens, c'est de l'ammoniac. Et l'ammoniac, c'est lié en fait à soit l'élevage intensif d'animaux, typiquement les vaches et les porcs, soit à l'épandage d'engrais de manière intensive aussi. C'est pour ça que tout le delta du Nil, qui est très cultivé, il y a beaucoup d'ammoniac. Et donc, on a pu en fait vraiment faire une identification de ces sources d'ammoniac. Alors, c'est difficile à mesurer avec des méthodes habituelles de mesure au sol. Donc, c'était un des polluants qui est très, très mal mesuré. Et au niveau européen, il est toujours très mal contrôlé et très mal mesuré. Et donc, ça, on a eu de la chance parce que c'est un des trucs qui a vraiment fait qu'on est devenu... Enfin, c'est vraiment le truc qui a bien attiré l'attention sur le fait qu'on pouvait mesurer l'ammoniac, parce qu'il n'y a quasi pas d'autres moyens de mesurer l'ammoniac. Et le fait qu'on puisse le mesurer depuis l'espace, c'est bien aussi parce qu'on peut vraiment voir, même aux endroits où il n'y a aucune mesure, où il n'y a aucun système organisé de mesure, etc. C'est vrai pour d'autres choses, mais l'ammoniac en particulier, c'est vraiment un gaz sur lequel on manquait de connaissances. Et donc, surtout pour pouvoir prévoir les épisodes de pollution. Et je voulais vous montrer aussi comment, en accumulant les données pendant un temps, on améliore les observations. Et j'ai repris ici le delta du Nil.
Là, vous avez un jour d'observation. Vous voyez, chaque petit point, c'est une observation. Après, si on prend une semaine, c'est déjà beaucoup mieux couvert. Ça, c'est 1 mois. Ça, c'est 1 an. Et ça, c'est 10 ans d'observation. Et en fait, si on zoome là, vraiment, je prends une carte Google Earth et je mets cette image dessus. Si on zoome, chaque petit point plus foncé qu'on voit, on peut trouver une explication en dessous de pourquoi il y a beaucoup d'ammoniac. C'est-à-dire qu'il y a soit des cultures, soit des élevages qui sont chaque fois associés à ça. Et donc, il y a quelqu'un de l'équipe qui a passé 1 an de sa vie à faire ça partout autour de la Terre. Et il a vraiment pris Google Earth et chaque fois essayé de trouver une explication de chaque point qui apparaissait en jaune, en orange ou en rouge, comprendre pourquoi il y avait une source d'ammoniac. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un inventaire d'émissions. C'est vraiment identifier toutes les sources d'ammoniac. Et donc c'est ce qu'il a fait là. Et on a trouvé 240 nouvelles sources qui n'étaient pas connues du tout. Et donc je vais vous en montrer 3, juste pour voir que ça marche bien. Une en plein milieu des États-Unis. C'est un point qui est juste à la frontière entre le Colorado et le Wyoming. Et donc, on va essayer de voir ensemble pourquoi il y a beaucoup d'ammoniac à cet endroit-là. Donc, on va zoomer. Donc, au début, on doit aussi jouer un peu avec les échelles de couleurs. On a 2 cartes. On a la carte Google Earth que vous connaissez. Et puis, dessus, on met nos cartes Yazi d'ammoniac. On joue un peu avec les échelles de couleurs et la transparence. On zoome, on regarde ce qu'il y a là. Et en fait, si on zoome encore plus, on s'aperçoit, tiens, il y a de l'élevage. Et en fait, ce sont des centaines de vaches qui sont rassemblées à cet endroit-là. Et donc, beaucoup d'ammoniac qui est dégagé. Un autre exemple, ici je suis en Ouzbékistan et donc je vais aussi zoomer sur un des petits points rouges qu'on voit là-haut. Là encore, on change l'échelle de couleur, on essaie de regarder ce qu'il y a en dessous à Google Earth et en fait c'est une immense usine d'engrais qu'on voit là. Et donc le gars, il a fait ça pendant 1 an, il a trouvé ces 240 sources et chaque fois expliqué beaucoup de documentation, d'essayer de savoir ce qu'il y avait derrière. Et chaque fois, on a trouvé une raison, sauf une fois. Et donc je vais vous montrer la fois. Ici, quelque part en Afrique, en fait, si on zoome, c'est au lac Natron, qui est quelque part en Tanzanie. Là, on ne trouvait rien en dessous. Quand on regarde, on voit le lac, on ne voit rien. Et en fait, après avoir lu plein de choses, après avoir présenté ça à des conférences, dire bon, on ne sait pas ce qu'il y a là, en fait, l'explication, c'est des flamants roses qui reviennent de manière récurrente. Et c'est les déjections des flamants roses qu'on voit, parce qu'il y en a des milliers aussi. Et ils reviennent à cet endroit-là. Et voilà, c'est le genre de trucs très amusants qu'on peut faire aussi. Cette carte, si jamais ça vous intéresse, elle est disponible. En fait, il suffit de chercher ammoniac. Alors, c'est à l'Université libre de Bruxelles, donc cherchez ammoniac ULB ou ammoniac Yazi, vous allez tomber tout de suite dessus. Et il y a moyen de zoomer chaque fois pour voir ce qu'il y a en dessous. Et bon, ça, c'est une des choses qu'on a mis en ligne et qui est bien utilisée par plein de gens, en fait. Alors, on a tous été embêtés par le Covid, mais donc on en a profité, nous, avec nos mesures satellites, d'essayer de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire autrement, notamment le fait que le trafic automobile était à l'arrêt à Paris. On s'est dit, tiens, essayons de voir si on peut voir un impact sur les polluants. Et sur le toit de la fac où je suis, on a des mesures de polluants de manière systématique. Et de manière très, très étonnante, c'est ce que vous avez là, c'est les mesures qui sont faites juste à côté de la fac. Et donc, il y a les mesures de 3 gaz, ce qu'on appelle NOx, mais c'est NO2. Ça, c'est lié beaucoup au trafic automobile. Les particules, ça, c'est lié à plein de choses. Je vous ai dit, trafic automobile, chauffage et épandage d'engrais. Et puis l'ammoniac, lui, c'est vraiment un traceur de l'élevage ou l'épandage d'engrais. Donc, ça, ce sont des mesures locales, les 3 courbes. Et la barre verticale, c'est quand le premier confinement a été déclaré. Et donc là, on s'est dit, bon, le trafic automobile est à l'arrêt. C'est ce qu'on voit sur les courbes en rouge. Pouf, le NO2 s'écroule. Il y a très peu de trafic automobile. Par contre, bizarrement, les particules restent très élevées. Et le premier week-end de confinement, la pollution à Paris, elle était assez élevée. Et on s'est dit, mais c'est fou ça, il n'y a plus de voitures, il y a toujours de la pollution, mais c'est dingue. Et en fait, si vous regardez les mesures d'ammoniac, l'ammoniac est très élevé. C'est parce qu'il faisait très beau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début du confinement, il faisait très beau. Donc, il y a eu des épandages d'engrais massifs dans les champs. Et comment on peut être sûr que c'est ça ? Avec les mesures locales, on s'en doute un peu, mais en regardant les mesures satellites, en fait, non seulement dans tout le nord de la France, mais aussi aux Pays-Bas et à d'autres endroits, ça, c'est les mesures du satellite Yazi d'ammoniac. On voit que toute la carte, après c'est porté par les vents un peu aussi, et on voit que toute la carte est relativement coloriée en rouge pour ce week-end-là. Alors, j'ai fini mes 4 petits exemples. Maintenant, je vous montre quelque chose qu'on a découvert par hasard, mais c'est quand même lié à des choses qu'on cherchait.
Je vous ai dit qu'on travaillait beaucoup sur les volcans. Chaque volcan est différent. Donc, chaque volcan, il y a une histoire différente. Chaque fois, on découvre des choses. Mais là, avec le volcan dont je vais vous parler, qui s'appelle Onga Tonga, vous vous rappelez peut-être, l'éruption, c'était en janvier 2022. C'est un volcan qui est sous-marin, mais l'eau qui le recouvre n'est pas très profonde. Et donc, souvent, quand il y a des volcans sous-marins, la masse d'eau fait qu'il n'y a pas grand-chose qui sort. Là, il n'y avait juste pas assez d'eau pour qu'il y ait une éruption quand même. Et le fait qu'il y ait de l'eau, qu'il ait dû traverser l'eau, le gaz a dû traverser l'eau, ça a induit toutes sortes de perturbations qu'on n'avait jamais vues arriver. Alors, moi, je reçois une alerte par email, comme c'est la copie d'écran que je vous ai montrée. Je vais vous en montrer un exemple. Je reçois une alerte par email dès que le satellite voit un excès de SO2. Okay, et donc, on surveille à peu près tous les volcans, parce que, par exemple, les grosses éruptions volcaniques, on essaie de les suivre, notamment pour les alertes aux avions. Et celui-là, il ne m'a pas fait sursauter, en fait, parce que... Alors, hop. Ça, c'est l'alerte que j'ai reçue. Et j'ai l'habitude des chiffres, donc je regarde ça, je me dis, oh, une petite éruption, ça. Après, on a des images. L'image à droite, les petits points bleus, c'est là où il passe et qu'il voit du SO2. Ça, c'est petite éruption, parce que sinon, toute ma carte est coloriée. Et je me suis dit, bon, voilà, petite éruption. Et puis, en fait, il y a eu un truc quand même bizarre, c'est qu'on a aussi des cartes qui donnent une estimation de l'altitude de ces fumées chargées de SO2. Et là, on ne voit pas très bien là, mais il y a un color bar en dessous. Et vous voyez que le max est en vert. Et je n'ai jamais vu une carte coloriée en verte comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça déconne, c'est bizarre. On a des mauvais... le traitement ne marche pas bien quoi, sur ce volcan-là. Et en fait, ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est que l'éruption est tellement puissante qu'elle a envoyé du gaz. Donc, normalement, une éruption puissante, ça envoie du gaz entre 5 et vraiment 15-20 km pour les... Enfin, vous imaginez ce que c'est, 15-20 km d'altitude déjà. Hein. Et cette éruption-là, c'est jusqu'à 57 km. Donc, en fait, le truc, c'était complètement démentiel. Et on ne l'a pas vraiment vu. Mais pourquoi on ne l'a pas vraiment vu ? Parce que le SO2, il est resté coincé dans l'eau, en fait. Il s'est dissous dans l'eau. Donc, on a eu une sorte de faux signal. Par contre, le signal sur les quelques qui sont passés à travers, ben là, ça disait, ton truc, il est beaucoup plus haut que ce que tu penses. Et donc, ça saturait l'échelle de couleur. On n'avait même pas pensé qu'une éruption pouvait monter jusque-là. Alors déjà, on s'est dit, tiens, ça c'est marrant. Mais évidemment, ça s'est un peu déchaîné sur les réseaux sociaux parce que tout le monde voyait des choses à voir. Et alors l'image de gauche, là, j'ai vu passer, je me suis dit, waouh, ce truc-là, ça m'impressionne parce que c'est une sorte d'onde qui se propage partout autour de la Terre. Et il y avait même l'image contraire de là où les ondes se croisent, etc. Ça, c'est un autre satellite, c'est pas nous. Mais alors, j'ai demandé à mon étudiante, qui était celle qui travaillait sur les températures, je lui ai dit, mais fais un peu une image de qu'est-ce qu'on voit au niveau des températures. Et elle est sortie cette image que je trouve magnifique. Donc, au milieu, c'est l'endroit où le volcan a érupté. Et vous voyez des lignes, parce que c'est chaque fois que le satellite est passé. Et donc, après, ça se tord un peu en fonction des vents aussi. Mais vous voyez vraiment l'onde, comme si vous jetez un caillou dans une mare, l'onde qui se déplace partout. Et donc, on a trouvé ça. Et moi qui ne suis pas très, très réseaux sociaux, je me suis dit, c'est quand même une super belle image. Et comme j'avais eu l'idée de la faire grâce à l'autre truc que j'avais vu sur les réseaux sociaux, je me suis dit, bon, je vais la poster. Et j'ai posté ça en marquant Shockwave. Alors, il faut savoir que moi, je travaille sur les concentrations des gaz et je ne connais pas grand-chose en ondes. C'est un autre boulot. Et donc, j'ai marqué Shockwave en postant ça. Et j'ai eu des centaines de réactions. Je ne vais même plus les compter, je ne savais même plus suivre, qui disaient, mais c'est pas une onde de choc, c'est une onde de lame. C'est pas une onde de lame, c'est une onde de gravité, c'est pas une onde de truc, c'est une onde de machin. Ouais, tout ce qu'on veut, de toute façon, je ne connais rien en ondes, mais c'était super intéressant parce que plein de gens que je ne connaissais pas nous ont contactés et ont dit, ouais, mais il nous faut vos données, il faut que vous nous disiez quand le satellite passe, à quelle altitude vous êtes sensible, etc. Donc, on a été en contact avec des gens avec qui on n'avait jamais travaillé. Ça, c'est le côté très chouette de la recherche. Donc, tous ces gens-là, bon, pour ceux qui ne sont pas scientifiques, ce que tout le monde essaie de faire comme scientifique, c'est de publier dans Science ou Nature. Hein. Donc, ces gens-là, en fait, qui nous ont contactés, que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, ils ont réussi à faire un article dans Nature en analysant vraiment la vitesse à laquelle se propagent les ondes. Pourquoi c'est intéressant ? Pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce phénomène. Et donc là, j'ai une petite vidéo un peu vulgarisée qui reprend tout le phénomène depuis le départ. Donc ça dure 3-4 minutes. Et donc, je vais vous remontrer l'éruption. Donc, il y a des images que vous allez déjà avoir vues. Donc, c'est quelque part
plein milieu de nulle part, avec cette éruption violente qui a fait des tsunamis. Les îles, elles ont été à moitié dévastées par l'eau. Et donc au départ, il y a quelques photos très impressionnantes du volcan, dont certaines que je vous ai déjà montrées. La puissance de l'éruption, c'est 100 000 fois Hiroshima, pour vous donner un ordre de grandeur. Et donc ça, c'est les images vues du haut, avec un satellite qui reste tout le temps géostationnaire, donc qui voit tout le temps le même endroit. Ça, c'est l'animation que j'adore, que je vous ai déjà montrée. Et je crois qu'on va la voir aussi dans l'autre sens, là où les ondes se croisent. Voilà, donc les ondes se croisent et repartent. Elles ont fait 4 fois le tour de la Terre. Donc ça, c'est un truc que moi, j'avais jamais vu ça, en fait. C'est vraiment un truc super impressionnant. Et après, il y a je crois que ce qui suit, c'est la mesure de la navette spatiale. Voilà, ça, c'est l'image que je vous ai montrée aussi. C'est la navette spatiale. Ça fait 2000 km, le nuage, là, en fait, vraiment. Donc, ils ont vu vraiment le nuage de fumée. Et là, on ne voit pas bien, mais j'ai rajouté une échelle pour que vous voyez mieux. En fait, ces trucs-là font 57 km de hauteur et c'est complètement dingue. En fait, ça dépasse, les couches d'atmosphère, on appelle ça troposphère, stratosphère, ça dépasse la stratosphère, c'est complètement dingue. Et donc, l'intérêt des mesures satellites, c'est que justement, on peut voir assez haut dans l'atmosphère. Et donc, on a pu combiner différents types de satellites. Et donc là, on va voir les observations YASI. Donc, c'est YASI et c'est un satellite américain qui s'appelle CRIS, qui ressemble un peu à la mission YASI. Et donc, vous allez voir l'image que je vais vous montrer, mais mieux parce que c'est une animation. Vous allez voir les différents passages du satellite. Et vous allez voir que, ce qu'on voit vraiment, c'est une différence de température. Pour ceux qui se rappellent de leur cours de chimie, on a PV égale NRT. Donc, quand l'air est poussé, il se réchauffe. Donc, vous voyez là, on a bien vu l'endroit du volcan. Après, c'est les images du satellite américain qui voient à peu près la même chose, mais je trouve que c'est représenté avec des autres couleurs qui donnent peut-être un peu moins bien. Il passe à un autre moment. Et donc, pour vous donner la chute de l'histoire, en fait, ça c'est chouette aussi. Donc, je vais d'abord montrer ça. Ça, c'est dans le visible. On voit, vous voyez, on voit les nuages, mais on voit aussi des sortes de vagues, en fait. Et ça, c'est à 100 km d'altitude. On les voit à l'œil. Donc là, vous voyez, on voit super bien des sortes de vagues. Et ça veut dire qu'en regroupant tous les instruments, ce qu'ils ont fait ici, ceux au sol, ceux qui voient dans l'atmosphère vers le bas, les satellites qui voient dans l'atmosphère un peu plus haut, ils ont vraiment pu analyser à quelle vitesse se propageaient tous ces phénomènes. Et avec ça, ils ont déterminé qu'en fait, il y avait 2 types d'ondes. Il y avait l'onde du départ qui est vraiment une sorte de choc. Donc ça, elle est présente. Et puis, il y avait l'onde qui se rajoute du fait qu'il y a une colonne de gaz qui traverse l'atmosphère et va jusqu'à 57 km et perturbe tout le temps l'atmosphère. Donc ça fait une sorte d'onde en permanence aussi qui se déplace pendant les 2 jours qui ont suivi l'éruption. Yep. Et alors, les conséquences se sont poursuivies pendant longtemps, en fait, encore jusque maintenant. Ici, c'est nouveau la température en fait, du bas de l'atmosphère jusqu'en haut de l'atmosphère. Et vous voyez, ce qu'on a fait, c'est une carte de la température pendant plusieurs mois par rapport à la moyenne des 10 ans précédents. Et on voit qu'on a une sorte de refroidissement haut dans l'atmosphère, et c'est lié à cette éruption volcanique. Et pour couronner le tout, ça a envoyé de l'eau en passant par la couche d'océan. Ça a envoyé de l'eau très haut dans l'atmosphère, là où il n'y a jamais d'eau. Et je vais vous montrer les conséquences aussi que ça a sur les températures actuellement. Donc ça, c'est un petit article que j'avais fait cet été en disant pourquoi les températures pourraient battre des records au cours des prochains mois. Mais je vous ai déjà dit, une des raisons, c'est ce phénomène El Niño qui est très important cette année. Alors ça, c'est un collègue qui a fait que je trouve très, très bien. L'autre raison, c'est les gaz à effet de serre qui continuent d'augmenter, eux, rajoutent des petites dizaines de degrés tout le temps. Il y a justement le fait que ce volcan a envoyé de la vapeur d'eau haut dans l'atmosphère et ça a tendance à réchauffer, en fait. Et alors, les 2 dernières choses, c'est on est pour l'instant, il faut toujours tenir compte quand on essaie de comprendre les températures du soleil qui parfois, c'est ce qu'on appelle le cycle solaire, il y a des taches solaires qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Et pour l'instant, on est dans un haut de cycle. Et pour couronner le tout, ça c'est la petite image à droite, on a tendance pour l'instant plutôt à avoir moins de pollution, c'était dans le quiz du départ, et moins de pollution, ça veut dire plus de radiation solaire qui atteignent la surface de la Terre. Et donc tout ça, ces phénomènes-là qui parfois se contredisent, cette année, ils jouent tous dans le même sens. El Niño, le soleil, le volcan. Ah oui, parce qu'il faut savoir aussi que les volcans, d'habitude, ça envoie des gaz et des cendres dans l'atmosphère. Ça a plutôt tendance à filtrer les radiations solaires. Mais celui-là a envoyé de l'eau dans l'atmosphère, donc ça a un effet contraire.
Donc cette année, toujours dans le même sens. Ça ne va pas rester pendant plusieurs années, ça va rester pendant sans doute 1 an. Et après, ça diminuera de nouveau un petit peu. Je termine par mon petit mystère. Alors, les images ne sont pas très belles parce qu'on n'a pas encore su bien exploiter, mais il y a un gaz qui s'appelle l'éthylène. Donc ça, sa formule chimique, c'est C2H4. Et lui, on le trouve surtout dans les usines et des choses comme ça. Donc on a fait différentes publications qui expliquent où est-ce qu'on voit de l'éthylène grâce à la mission. Et donc là, vous vous rappelez ce que je vous ai montré pour les volcans, on peut faire ça pour l'éthylène aussi. Et là où j'ai des barres rouges, verticales, des petits pointillés rouges, là, c'est des endroits où on n'a pas d'explication de pourquoi il y a de l'éthylène à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on a fait la même chose que ce que je vous expliquais avec le Zoom, Google Earth, etc. Et on ne voit rien, on ne comprend pas. Et chaque fois, c'est au même endroit, c'est à la frontière entre l'Iran et l'Irak. Donc il se passe un truc à cet endroit-là, ça bouge un peu. Et on n'a pas encore trouvé d'explication. Donc, voilà, il faudrait... J'en parle depuis 2-3 conférences. On n'a pas encore trouvé d'explication de où ça pourrait venir. Alors, ça termine un peu tout ce que je voulais vous raconter. On a encore plein de choses à faire. On a de toute façon des milliers de données à analyser. Après, ce qui va se passer après ces 3 instruments IASI, donc il y en a encore 2 qui volent, on prépare la mission du futur, elle est déjà prête, les instruments sont déjà construits, elle s'appelle YASI NG, le NG c'est pour New Generation, et il y en aura 3 aussi qui vont voler, c'est bien représenté là. Alors déjà, c'est un peu faux parce qu'ils n'ont pas été lancés. Pourquoi ils n'ont pas été lancés? Parce que le lanceur, c'est un lanceur Soyouz qui est russe, et donc petit souci, donc, comme quoi la géopolitique a des implications sur nos petites vies de scientifiques aussi. Et donc, pour l'instant, tous les instruments qui étaient lancés par des Soyouz sont dans une file d'attente et il y a un engorgement. Ariane 6 n'est pas prêt. Enfin bref, ils sont en train de faire des yeux doux à Musk, etc. Mais ce n'est pas prêt d'être lancé, je crois. On va voir. Et je vais juste terminer par 3 choses. Vous montrer que, en fait, ce genre de mission satellite, ça coûte cher. Hein. Les 3 missions IASI plus le lancement, etc., c'est 230 millions d'euros. Et en fait, vous payez ça avec vos impôts, hein, sans le savoir. Mais si vous relativisez et que vous comparez à d'autres choses que vous payez aussi, pour comparer, par exemple, ça équivaut à 37 km d'autoroute. Donc, franchement, ça vaut la peine. 4 heures de fonctionnement de la sécurité sociale et à peu près 1/4 des dons qui ont été faits pour Notre-Dame. Alors après, j'en ai des plus rigolos. On peut comparer ça au coût d'un épisode comme l'ouragan Katrina, ou bien le coût d'un Boeing 747, ou la prime de Kylian Mbappé, par exemple. Aussi. Alors, je vais terminer par vous montrer les sites que je préfère, parce qu'il y a vraiment des très, très, très chouettes sites maintenant. Il y a un truc que j'adore, c'est la NASA qui fait toujours des super trucs. C'est les images avant-après. Vous connaissez peut-être ça. Ils ont un truc très, très bien fait qui est image du changement. Et vous pouvez bouger la petite flèche là et voir ce qui a changé. Il y a plein d'illustrations super. En Europe, on est bien aussi. Il faut savoir que, je disais ça à Jean-François qui m'a conduit, il faut savoir que quand j'ai commencé, on rêvait tous d'être aux États-Unis et maintenant, c'est le contraire. En fait, ça s'est complètement retourné. Les meilleurs instruments sont européens, les meilleurs satellites d'observation de la Terre sont européens aussi. Et il y a notamment une initiative qui s'appelle Copernicus qui est vraiment très bien et qui suit toute une série de paramètres. C'est complètement fiable au niveau des températures, de tout ce qu'ils montrent, etc. Ils surveillent plein d'indicateurs de changement climatique, etc. Ils ont de très belles illustrations aussi. Mon média préféré, c'est celui-là, c'est The Conversation. Pour ceux vous pouvez vous abonner à la newsletter, c'est gratuit et c'est super. Pourquoi c'est super? Parce qu'en fait, c'est des scientifiques, des universitaires qui écrivent, pas spécialement des scientifiques, mais il y a des scientifiques, il y a des psychologues, il y a tout ce que vous voulez, des historiens, tout ce que vous voulez. Et c'est bien fait parce que on écrit un premier jet et après il y a quelqu'un qui est journaliste qui passe derrière et qui dit ça c'est du jargon, je comprends rien, corrige ça. Mais jusqu'au bout, on a la main. Donc il n'y a aucun autre média qui fait ça, c'est-à-dire que jusqu'au bout, je peux dire mais non, la phrase tu me l'as trop transformée, là je comprends plus ce que je voulais dire au départ. Et donc c'est vraiment très chouette. Moi je le lis tous les jours et je lis plein de trucs qui ne sont pas de la science et j'apprends plein de choses avec ça. Et ma dernière illustration, c'est ma vidéo préférée. Donc alors. J'aime vraiment bien beaucoup cette vidéo. Donc, vous voyez le petit hamster là qui rentre dans la boîte. Eh bien, il faut essayer quand on fait de la science que nos vies soient comme ça en fait, comme ce qu'il va faire le petit hamster. Voilà. Il faut essayer de réfléchir autrement. Voilà ce que je voulais vous raconter. Voilà. Merci.
Cathy Clairvaux, il est temps pour nous de passer aux questions-réponses avec nos animatrices qui vont être à vos côtés si vous n'êtes pas équipés de micro. La première question est toujours la plus difficile. Y en a-t-il une première? Allez, monsieur, vous n'avez pas besoin de parler proche du micro, on va vous entendre. Allez-y. Oui, je reviens sur votre information sur la couche d'ozone tout à l'heure. C'est l'une des trois questions. Vous disiez que le problème était en voie d'être réglé. Alors, il me semble avoir vu il y a quelques semaines de cela une information scientifique peut-être. La couche d'ozone, la couche d'ozone n'a jamais été aussi gros, aussi important. Donc, je suis très contente que vous posiez la question parce qu'on a suivi ça de près. Alors, c'est vrai, mais après, c'est la presse telle qu'elle fait son boulot, c'est-à-dire, c'est vrai parce qu'il a démarré plus tôt que d'habitude. Et pourquoi il a démarré plus tôt? À cause de ce volcan dont je viens de parler, qui a envoyé de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et le problématique du trou dans la couche d'ozone dans l'hémisphère sud, c'est lié à la présence de nuages un peu particuliers, qui s'appellent des nuages stratosphériques polaires. C'est des nuages de glace très particuliers sur lesquels il y a des réactions chimiques très rapides qui mangent l'ozone. Et cette vapeur d'eau du volcan dont je viens de parler a fait qu'il y avait plus de nuages là-haut. Et donc on s'attendait un petit peu à ce qu'il y ait un trou d'ozone plus important cette année à cause de ça. En fait, il a démarré assez fort. Donc si on prend les premiers jours, c'est un trou d'ozone exceptionnel. Par contre, après, il a fait relativement chaud par rapport à d'autres années et le truc s'est écroulé. Donc si on prend le vrai trou d'ozone, c'est-à-dire du premier jour où la situation se forme, parce que c'est quelque chose qui ne reste pas, hein, ça reste à peu près un mois. Et le premier jour où ça se forme jusqu'à la fin, en fait, au total, c'est un trou d'ozone complètement normal maintenant. Mais il a commencé fort. Donc, ils avaient raison de dire ça à la presse les 2 premiers jours. Après, ils ont oublié de dire, tiens, ça s'est transformé en trou d'ozone complètement normal. Voire maintenant, ça s'est même écroulé assez vite par rapport à d'habitude. Mais ça, c'est le jeu de la presse. Merci. Une autre question? Monsieur, approchez le micro devant votre bouche, pas trop proche, mais alors, nous vous écoutons. Moi, il y a une image qui m'a surpris, c'était sur l'ammoniac. Et l'Inde est complètement, enfin, à moins que je me sois trompé sur l'échelle, mais l'Inde, elle est d'un rouge vif, enfin d'un marron même. Je oui, comprends vous pas. Vous n'êtes pas du tout trompé. En fait, tous nos polluants, la Chine ressort en premier, sauf l'ammoniac où c'est l'Inde, mais de loin, loin, loin. Et la frontière, notamment avec le Pakistan, là, c'est terrible. Je remonte en arrière. Là. Donc là, en fait, là, on n'arrive même pas à distinguer les sources. C'est-à-dire que nous, on a mis des triangles, là, mais c'est comme un continu d'ammoniac. Donc toute la région à la frontière entre l'Inde et le Pakistan, c'est terrible. Hyper pollué. Mais vous avez vu récemment, il y a des images de la pollution en Inde, c'est terrible. Hein. La Chine est en train de faire des efforts parce qu'ils ont un truc qui s'appelle le Clean Air Act, qui est depuis 2012. Donc leur niveau de pollution descend, comme en Europe, comme aux États-Unis. Mais en Inde, c'est en train d'exploser. Donc, ils suivent. Enfin, eux, pour moi, au niveau de la pollution, c'est le pire pays, l'Inde, maintenant, de loin. Merci, monsieur. On a parlé tout à l'heure du Covid. On attend une prochaine question de votre part. Mais on a parlé tout à l'heure du Covid. Il y a eu des éléments surprenants durant ce Covid. Alors, nous, ça nous a permis d'avoir une expérience qu'on pensait, comme je disais, qu'on ne pensait pas pouvoir faire, c'est-à-dire on enlève la pollution automobile et on regarde ce qui se passe. Il y a encore maintenant pas mal de publications scientifiques qui sortent sur le fait que, justement, en général, on a un cocktail de polluants et quand on enlève les polluants liés à la circulation automobile, ça donne autre chose, c'est-à-dire il y a une autre dynamique au sein des gaz, etc. Et notamment en Chine, où il y a vraiment, là, ici, on surveille plus que 3 polluants, l'ozone, les particules et le NO2, c'est les 3 qu'on surveille encore. Tous les autres, il n'y a plus. Je veux dire, le monoxyde de carbone, le SO2, il n'y a plus ça dans nos pays. En Chine, il y a. Tout ça est mélangé. Et donc, le Covid a aussi permis de faire des expériences qu'on n'aurait pas pu faire autrement, avec une chimie qui est différente. Donc, ça, c'est le premier truc, en tout cas dans mon domaine, qui me vient à l'esprit. Il y a aussi eu, dans la surveillance des gaz à effet de serre, on a aussi pu voir, si on voyait depuis l'espace, les chutes d'émissions de ces gaz à effet de serre, puisque les industries étaient à l'arrêt, etc. Chez nous, c'est pas très facile à voir, mais en Chine, c'est facile à voir. Hein. Il y a une chute de la pollution, mais un truc... la pollution s'écroule, quoi, en fait, en Chine, pendant les Covid. Surtout que je pense qu'ils étaient plus stricts que nous sur le confinement. Je pense que c'était vraiment un vrai confinement très dur. Oui. Autre question.
Oui, jeune homme. Bonjour, je voudrais savoir, vous avez parlé des satellites défectueux, mais ils finissent où ces satellites ? C'est une bonne question aussi ça. Alors, il y a longtemps, il restait là comme un débris dans l'espace. Et vous avez tous vu les films comme Gravity ou quand on se prend un boulon, c'est vraiment terrible. Donc, à force d'envoyer des trucs dans l'espace et de ne pas s'en occuper, et bien maintenant, tous ceux qui lancent des satellites sont obligés de penser de laisser un peu de fuel pour pouvoir contrôler la descente du satellite. Donc, on oblige le satellite à descendre petit à petit, doucement. Il tombe spontanément si on ne corrige plus son orbite, c'est-à-dire si on ne lui dit pas tout le temps, tiens, monte un peu, il tombe. Et donc, il tombe. Et à la fin, pour qu'il ne tombe pas sur des gens, on met un petit peu de fuel et on s'arrange pour qu'il tombe quelque part dans l'océan Pacifique ou un endroit où il n'y a personne qui habite. Et donc, il est comme consumé par l'atmosphère, il brûle. Mais les gros satellites comme celui sur lequel je travaille, qui fait comme un immeuble, ils ne brûlent pas en entier, donc il y a des morceaux qui tombent. Et donc voilà, ça arrive de temps en temps qu'on trouve des morceaux de satellites qui se baladent à des endroits pas permis. Merci jeune homme, vous faites partie du lycée agricole d'Yvetot ? Oui, c'est cela. Futur scientifique ? Oui ? Pourquoi pas après oui. J'espère que je vous ai donné envie. De la littérature. Autre question ? Nous vous écoutons. Oui, monsieur. Oui, encore moi. Mettez bien quand même le micro. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une surveillance accrue de ce qui est en train de se passer au niveau des champs flégréens, donc en Italie, avec un réveil possible, malheureusement, de cette immense chambre magmatique? Est-ce qu'on aurait relevé quand même une fragilité de la croûte terrestre? Bon, voilà. Est-ce que vous mesurez quelque chose au niveau non, satellitaire? À mon avis, c'est plutôt les géologues qui surveillent. J'ai l'impression que c'est plutôt... Est-ce que ça induit des petits tremblements de terre, tout ça, ou non, je connais pas trop. Et en tout cas, pour l'instant, on voit rien de particulier à cet endroit-là. On passe tout le temps... Enfin, il y a toujours des surprises, donc ça pourrait arriver, mais... Pour nous, il faut quand même que ce soit des choses qui soient assez conséquentes dans l'atmosphère, quoi. Donc, si c'est trop près du sol ou que ça dégage pas beaucoup de gaz, on voit pas bien, en fait. Il y a l'instrument à ses limites. Puis, il faut toujours bien imaginer que, là, je vous montre, ça a l'air facile, mais ce qu'on appelle l'empreinte au sol, c'est-à-dire ce que voit le satellite en un coup, c'est quand même 12 km de rayon. Donc, s'il se passe un tout petit quelque chose sur ces 12 km, genre un petit feu, je sais pas si Rouen est en feu, on va probablement pas le voir, en fait. Donc les feux au Canada, c'est des trucs, ça veut dire qu'il y a des centaines de kilomètres qui sont couverts de fumée. Donc c'est un peu ça la limite du satellite par rapport à des mesures au sol, c'est qu'on voit très bien globalement, on voit quand même très mal localement. Donc peut-être que ça, c'est aussi trop... pas assez grand, ça s'étale pas assez loin, ou je sais pas. Mais non, je n'ai jamais vu ça. Vous travaillez avec des équipes belges et françaises. Est-ce que les équipes fonctionnent de la même façon ? Ils n'ont pas tout à fait les mêmes caractères. J'ai dit ça dans la voiture, justement. Je trouve que je veux dire un truc positif, un truc négatif. Je trouve que les Belges sont plus commodes, ils sont plus soft. C'est-à-dire oui, ils sont plus commodes. Mais par contre, ils sont plus... Du coup, les trucs inverses, ils sont plus mous. Ils sont moins... donc, parfois, quand je veux vraiment que les trucs avancent, je mets l'équipe française, si on peut plus... avec les bons côtés et les mauvais côtés. Non, mais sinon... actuellement, c'est facile de travailler ensemble, parce qu'on fait des visios, etc. Donc, c'est quand même assez facile. Comment on est organisé, en fait, c'est assez marrant. On s'est divisé les trucs quasi par molécules ou par grands événements. Donc, il y en a, par exemple, l'ammoniac. Il y en a 3 de l'équipe qui travaillent là-dessus. Ça reste quand même un sujet qui est plus... il y a moins de gens qui le font, et c'est vraiment un truc qu'on sait, c'est un peu notre poule aux odeurs, l'ammoniac. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a encore des trucs à faire qui n'ont jamais été faits, etc. Donc ça, il y a 3 personnes qui travaillent dessus. C'est-à-dire vous pouvez préciser? C'est-à-dire, par exemple, trouver des nouvelles sources, comprendre ce qui se passe. La conversion pour comment l'ammoniac se transforme en particules, c'est compliqué à comprendre. Actuellement, les modèles, ce qu'on appelle les modèles de chimie de l'atmosphère, ne le font pas bien. Donc il faut qu'on ait le plus de données possible, il faut qu'on analyse... à chaque endroit, il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi il y a de l'ammoniac. Donc là, par exemple, on voit les feux, mais on voit aussi des industries, on voit
toute la région en Inde, là, qui est complètement dingue. Et donc, on est un peu divisé comme ça. Il y en a qui regardent l'ammoniac, il y en a qui regardent les feux, il y en a qui regardent les volcans. Donc, chacun a un peu sa spécialité, parce qu'on ne veut pas connaître tout sur tout. Donc, chacun, il y a quelqu'un qui surveille le trou d'ozone, par exemple, en permanence. Donc, cette personne-là, elle va connaître exactement ce qui se passe au niveau de l'ozone, etc. Donc, chacun a son petit domaine, puis de temps en temps, on échange les infos. On a tous les mêmes problèmes. Donc, par exemple, quand il y a... c'est arrivé une fois qu'il y a un problème avec l'instrument. Il y avait un problème d'alignement qu'ils ont pu arranger depuis le sol. Mais là, on avait tous le même problème en même temps, parce que quel que soit le gaz qu'on regarde, on avait tous un problème avec l'instrument. Donc, on fait souvent des réunions d'équipe pour échanger, pour se plaindre qu'on est coincé par une ligne de code informatique, qu'on ne comprend pas où est notre erreur. Alors, voilà, des choses comme ça. Travail d'équipe, c'est sympa, hein, ça c'est le bon côté de la recherche, c'est le travail d'équipe aussi. Nouvelle question, madame. Oui, en fait j'ai même 2 questions. La première, c'est vous avez parlé du fait que vous alertiez, par exemple pour ce qui concerne les volcans, l'éruption, là, l'aviation, etc. Les autres données, vous en faites quoi par rapport justement à l'ammoniac, par exemple, ou les grands feux? Est-ce que vous êtes en collaboration avec des structures qui permettent de faire des alertes, par exemple? Alors, c'est de loin pour les volcans que c'est le mieux organisé, parce que je pense que c'est là où il y a le plus de vie humaine en danger. Les grands feux, on est connecté avec justement cette initiative européenne qui s'appelle Copernicus, et eux font des prévisions de là où des grands épisodes de feu peuvent affecter des populations, etc. Donc on leur donne nos données et eux les intègrent dans leur système de prévision. Donc ça, c'est le monoxyde de carbone, on leur donne. L'ammoniac, pour l'instant, à part cet inventaire d'émissions qu'il y a pas mal de gens qui utilisent, ce n'est pas encore très utilisé pour faire des prévisions d'épisodes de pollution, parce que, comme je disais, dans les modèles actuellement, ce n'est pas tout à fait encore au point la chimie. C'est très compliqué, en fait, il y a des tas de trucs qui rentrent en jeu, et donc ils ne sont pas encore au niveau de pouvoir représenter des cartes comme ça dans les modèles et de pouvoir utiliser, je ne sais pas moi... l'Institut qui fait des prévisions de qualité de l'air, par exemple, eh bien, on les a déjà rencontrés plein de fois, mais ils ne sont pas encore opérationnels pour pouvoir vraiment ingérer ces données et les utiliser pour les épisodes de pollution. Donc on est quand même en amont, et nous, une fois, on lâche l'affaire, une fois que... Enfin, nous, on ne s'occupe pas de donner des alertes aux gens, etc. C'est plus notre boulot, quoi, parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais on est connectés, donc on espère que ça servira un peu plus dans le futur. Oui. En Europe ou bien un peu plus alors, par exemple, aux Pays-Bas, ils ont une réglementation qui est contraignante sur l'ammoniac. Donc, eux, ils utilisent les données parce qu'ils ont carrément dû changer leur pratique d'épandage d'engrais dans les champs, parce qu'ils ont un vrai gros problème de pollution à l'ammoniac. Et donc, eux regardent les données, par exemple. Et ils ont du coup plus de systèmes de données locaux, etc., locales pour surveiller l'ammoniac. En France, ça arrive. En fait, l'ammoniac, c'est un des polluants qui n'est pas encore vraiment surveillé, mais il y a une réglementation européenne. Donc, ils vont devoir installer des systèmes de mesure aussi. Monsieur alors, et madame, derrière. Moi, j'aurais plein de questions, donc je les sélectionne. Allez-y. Je reviens sur les images. Quand l'image un peu polémique là, avec les présidents brésiliens, on voit que la forêt brûle, et puis pourtant, comme c'est, je crois que c'est une année, et puis les autres qui suivent, et il y a des moments, c'est vide, il n'y a rien. Oui. Eh ben, c'est une bonne question et je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas pourquoi c'est vide comme ça, c'est là. Alors, ce qu'on voit là, ce qu'on va voir, c'est pas vraiment les surfaces brûlées, c'est les fumées liées au feu. Mais les années où il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de feu. Hein. Eh bien, je ne sais pas pourquoi il y a des années où il n'y a rien. Peut-être qu'il a trop plu, parce que la forêt... Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas, si quelqu'un avait une réponse, ça m'irait, parce que je vois juste quand même qu'il y a des années... Enfin, par exemple, Bolsonaro, je vois que c'est quand même des années où ça a franchement brûlé, quoi. Ça, je peux dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, les années où il n'y a rien, je ne sais pas pourquoi il n'y a rien. Madame. Oui, simplement, juste en premier, je voudrais vous remercier beaucoup pour l'enthousiasme et vraiment, c'est assez extraordinaire de vous écouter. Voilà, moi, je voudrais poser une question sur le monoxyde de carbone, parce qu'on sait qu'il est quand même mortel à des très faibles concentrations. Donc, est-ce que, justement, dans toutes vos mesures, vous pouvez donner, donc il y en a qui apparaissent dans les grands feux en particulier,
est-ce que vous pouvez indiquer justement le danger, parce que vous avez dit que c'était moins dangereux que les volcans pour la population, mais si, à cause de ça. Non, mais oui, alors vous avez raison, c'est vrai. Dans les feux, c'est terrible la concentration de polluants qu'il y a. Il y a du monoxyde de carbone, mais il y a tout. La liste de gaz que j'ai donnée au départ, ils sont presque tous dans les feux. C'est vraiment terrible. C'est un cocktail de trucs empoisonnés. Donc, dans les images qu'on a vues cet été aux États-Unis, où on voit les villes avec la pollution qui vient littéralement des feux, eh bien, l'analyse, c'est terrible. Il ne faut absolument pas aller faire un jogging ou éviter de respirer ces fumées-là. Elles sont pires que tout. Donc, je suis d'accord avec vous. Ce serait d'utilité publique aussi d'essayer de... alors, le problème, c'est qu'une fois que le feu est là, les fumées se déplacent et on n'a plus le contrôle. Mais oui, je suis d'accord avec vous. C'est extrêmement nocif aussi. Et ça me fait penser juste à une petite chose. Est-ce que vous avez vu quelque chose quand il y a eu l'incendie à Lubrizol? Non, c'est sensible. Non, parce que justement, c'est ce que je vous ai dit, c'est la limitation de cet instrument, c'est que pour nous, c'est petit, en fait, ce truc-là, parce que c'est sur un truc qui fait 12 km, c'est un petit endroit, et je vois aussi bien le reste du rond de 12 km que cet endroit-là qui fait quelques, je sais pas, même si c'est grand, je sais pas là, c'est trop petit, en fait, pour qu'on le voit. En fait, on cherche beaucoup de pouvoir détecter des accidents industriels et c'est très difficile à voir parce que c'est trop petit en termes de surface. Donc, c'est que quand ça fournit des fumées pas possibles qu'on le voit parce qu'alors là, on voit les fumées portées par le vent. Vous parliez tout à l'heure des fumées qui se déplacent dans le monde entier, oui. Justement des fumées nocives. Et donc, on a peut-être respiré ces fumées-là. Oui, alors c'est vrai, mais si on regarde l'animation, par exemple, des feux au Canada, quand ça passe dans les environs immédiats, c'est assez proche du sol. Après, quand ça arrive à nos latitudes... je vais vous montrer ça. Comment je démarre celui-là? Quand ça arrive à nos latitudes, en fait, souvent, pour être transporté au-dessus de l'océan, il faut que ça passe vers 3, 4, 5 km d'altitude. Et quand ça passe au-dessus de chez nous, en fait, souvent, c'est assez haut en altitude. Donc, ce n'est pas directement l'air qu'on respire. Par contre, au Canada et aux États-Unis, ils ont respiré cet air-là, ça c'est sûr. Hein. Donc, en fait, ce qu'ils pensent maintenant, c'est qu'aux États-Unis, ils ont tellement baissé les normes de pollution et fait d'efforts qu'ils pensent maintenant que les grands feux comme ceux-là, c'est ceux-là qui conduisent au plus de pollution. En fait, c'est les grands feux qui, au départ, sont naturels. Hein. Enfin, les feux au Canada... c'est des endroits où il n'y a pas grand monde qui habite, etc. C'est pour ça que ça dure aussi longtemps aussi, c'est parce qu'il n'y a pas grand monde qui habite, donc on ne se fait pas trop d'efforts pour les éteindre. Sauf que là, ils n'arrivaient plus du tout à contrôler les feux. Mais donc la pollution locale, c'est plus aux États-Unis, au Canada, qu'au-dessus de nos têtes, où ça vole assez haut en altitude quand même. Il y a des trucs intéressants, hein, où en altitude, vous avez parfois retrouvé vos voitures avec du sable dessus. C'est du sable du Sahara qui passe jusque chez nous. Hein. Donc ça, on voit aussi avec le satellite. Hein. Je n'ai pas le temps de tout vous montrer, mais... ça aussi, on voit en fait comment le sable est transporté du Sahara, c'est pareil, mais voilà, on ne le respire pas directement, c'est la pluie qui l'emmène sur les voitures en fait. Oui, nous vous écoutons. Bonsoir, je me demandais, est-ce qu'on sait aujourd'hui la dangerosité de l'ammoniac pour la santé humaine ou c'est encore incertain? Bonne question, c'est un polluant qui est encore assez mal connu. Donc, l'ammoniac lui-même, je crois qu'on sait qu'à haute concentration, c'est dangereux, mais comme je disais, l'ammoniac, il ne reste pas longtemps, il reste très près de la source, ce qu'on appelle son temps de vie, c'est-à-dire avant qu'il soit détruit, c'est quelques heures. Et donc, quand on est très près de la source, par exemple un élevage intensif ou l'épandage d'engrais dans les champs, ça c'est sûr, c'est très nocif. Après, quand il va se dégrader dans l'atmosphère, il va se transformer en particules. Et ce qu'on connaît très mal, pour reprendre ta question, c'est la composition des particules. Selon qu'il y a dedans des particules de sel d'ammonium qui viennent en fait de l'ammoniac ou de sulfate, par exemple, qui vient des industries ou du chauffage, etc., eh bien, la composition va être plus ou moins dommageable pour la santé, mais tout ça, c'est très mal connu. Il y a des recherches encore là-dessus. Voilà, il y a... Ce qu'on est sûr, c'est les feux, comme je disais, il y a tellement de gaz dedans que... En fait, plus il y a de gaz différents mélangés, de types de particules, plus ça endommage le système cardiovasculaire, mais très mal connu encore tout ça. Merci.
Vous êtes une scientifique passionnée, Cathy Clerbeau, et ça se perçoit. Peut-être vous le percevez en live et ici en direct et en public. Vous m'avez dit en préparant cet échange, il faut être juste passionné pour la science. C'est la passion et l'enthousiasme qui m'anime et qui doit animer mes équipes. Oui, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que quand je dois choisir des étudiants qui vont venir faire des thèses, par exemple, quand je fais une petite audition, mais souvent je les prends en stage avant pour les connaître, mais je préfère que ce soit des gens enthousiastes que des gens brillants, en fait. Donc, tant mieux s'ils sont les deux, mais je préfère qu'ils soient enthousiastes et qu'ils soient curieux de comprendre, etc. Vous avez une technique de recrutement, d'ailleurs. Hein. Oui, non, mais... Et mon Laquelle équipe, mon équipe est super. Entre nous, on dit est-ce qu'il est Dream Team, c'est-à-dire est-ce que ça va bien coller dans l'équipe avec les autres. C'est important parce qu'on doit beaucoup travailler en équipe. En fait, c'est trop difficile de faire ça tout seul. Mais donc, je privilégie ce qu'on appelle aussi l'intelligence émotionnelle. Ça veut dire la capacité d'échanger avec les autres, de s'adapter. Et il y a tellement de choses à faire que quelque part, tout le monde est utile. Par exemple, cette image-là, ça a été fait par une fille qui est assez branchée sur les belles images. Ce n'est pas celle qui fait les trucs les plus brillants, mais elle fait super bien les images. Et nous, on a vraiment besoin de ça. Et donc, il y en a qui sont meilleurs en informatique, il y en a qui détestent l'informatique. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde, en fait. Ça, c'est vraiment chouette. Dernière question, s'il en reste une. Oui, madame. Moi, j'avais justement une question sur l'informatique et l'intelligence artificielle. Enfin, vous parlez de milliards de données, etc. Je suppose qu'il doit y avoir des grosses machines qui traitent tout ça. C'est pas les petits cerveaux, même bien musclés, des chercheurs. Oui, on a des tas de machines et on utilise déjà depuis longtemps des techniques. Alors, le problème de cette mission-là, par exemple, c'est que le temps que je vous ai parlé, là, pendant 1 heure, il y a à peu près 100 000 observations qui sont arrivées. Et donc, il faut absolument qu'on ait des systèmes informatiques qui fassent tout seul. Ils font tout seul. Mais en plus, il faut qu'ils soient rapides. Et parfois, les lignes de code conventionnelles, ce n'est pas assez rapide. Et donc, on utilise des techniques dites d'intelligence artificielle, genre réseau neurones, etc., parce que c'est plus rapide. Après, ce n'est pas toujours facile à faire. Mais par exemple, pour avoir des belles cartes comme celle-là, on peut lui apprendre en fait à repérer ce qu'il doit chercher et ce qu'il doit voir. Et donc on fait plusieurs essais-erreurs, on valide avec des autres trucs, mais on utilise des techniques d'intelligence artificielle. Après, ces derniers temps, ça fait un bond. On se dit, maintenant on devrait s'ouvrir sur d'autres choses, mais là on n'en est peut-être pas encore tout à fait là. Mais sur les gros jeux de données, c'est clair qu'il faut pouvoir s'adapter. Et je vois que maintenant, il y a des étudiants de master qui sont spécialisés en intelligence artificielle. Et les prochains que je vais recruter dans mon équipe, ça va être ceux-là, parce que ça, on n'a pas encore ce savoir-faire dans l'équipe de gens dont c'est vraiment la base de connaissances, c'est sur ça, quoi. Nous, on est des bricoleurs de l'intelligence artificielle, on va dire. On le fait, hein, mais pas sur un mode comme je pense qu'on pourrait faire déjà maintenant. Merci pour cette dernière question. Votre conclusion en 30 secondes. J'espère qu'il y en a d'entre vous à qui, les petits jeunes, là, j'espère que je vous ai donné envie de faire des études de scientifiques. En fait, moi, je trouve que c'est vraiment un des plus beaux métiers du monde. C'est vraiment le métier de scientifique, je trouve. Parce que, moi, je ne m'ennuie jamais. Je fais des trucs différents tous les jours. Je fais des trucs différents de ce que je faisais il y a 20 ans. Maintenant, c'est vrai que je fais plus du management. Je cherche plutôt des sous pour payer les plus jeunes, etc. Mais même, il y a toujours des trucs, on découvre des trucs tout le temps. Voilà. Donc, merci. Voilà. Merci tout le monde de l'applaudir. Cathy Clerbeau, nous retiendrons votre passion pour la science. Bon retour à Paris. Prochain rendez-vous avec Céline Vallot, épigénétique et cancer. Quelles opportunités thérapeutiques. Une belle soirée et nous nous retrouvons prochainement, je crois, dans 15 jours. Merci.